On s'adresse beaucoup aux entreprises ou du monde privé et on leur propose d'accueillir un ou une artiste en immersion au quotidien auprès des salariés pour engager un processus de co-création artistique. On a voulu travailler sur comment se traduit l'implication salariée, quelles sont ces transformations et comment est-ce que dans les organisations du travail, on garde du sentiment collectif qui passe par une forme de récit commun. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble ici, qu'est-ce qui nous relie, pourquoi, pas que sur la mission, pas que sur les métiers, pas que sur ce qu'on produit, mais concrètement pourquoi on produit ça, au service de quoi on est, et vraiment cette notion de récit commun qu'on essaye d'insuffler. La question bien sûr de l'expérience salariée est au cœur et hyper important, mais on est aussi dans un moment où la crise économique est là, il faut quand même être efficient. Quand on crée des outils de communication alternatifs pour des personnes qui sont allophones ou qui ne peuvent pas formuler leurs besoins parce qu'elles sont en situation de handicap, je voudrais que chaque commerçant ait ça parce qu'en fait c'est tout simple, ça coûte pas cher à produire et je voudrais que ça soit dans la main des gens au quotidien. Moi c'est ça qui m'anime parce que c'est ce passage à l'échelle qui fait que on pourra créer une ville qui baisse les tensions sociales et où le rapport à la différence est moins prégnant. Et il y a un champ énorme sur l'éducation. Le travail qu'on fait, les entreprises qu'on mène, elles ont toutes une portée d'impact humain et sociétal grand. Et je peux avoir l'impression dans nos discussions que c'est difficile de vendre ça à nos clients. Quand je travaille en coaching avec un dirigeant, en fait, on va aller travailler sur sa posture, sur ses croyances, sur ses freins, on va travailler sur des sujets d'estime de soi. C'est que des choses qui sont de l'ordre de leur construction. Et en même temps, c'est difficile d'entrer directement sur ça, en fait. Ça nécessite de tisser une relation, d'en parler. Enfin, c'est pas simple de vendre l'impact réel de ce qu'on vend. Donc du coup, je suis fondatrice d'une boîte qui s'appelle Mangrove, donc c'est une agence de design sociétal, donc ça fait toujours très bien dans les dîners, agence de design sociétal. Mais c'est surtout un métier de pouvoir voir comment les enjeux sociétaux viennent impacter la manière de fabriquer la ville. Et on a 3 mots-clés qui sont inspirer, collaborer et impacter, voilà, avec le nom de notre entreprise. C'est la question de pourquoi on s'appelle Mangrove, c'est parce que la mangrove est un écosystème riche et fertile à la fois qu'il faut préserver parce qu'il est très menacé. C'est un peu comme l'entreprise ou les organisations où c'est toujours un peu complexe. Voilà, et donc on intervient auprès des acteurs de l'immobilier, les aménageurs, les promoteurs, architectes, paysagistes, voilà, tous ces acteurs de la fabrique de la ville, les collectivités territoriales et puis les acteurs du médico-social ou de la care économie. Et l'idée, c'est vraiment de créer les conditions d'une ville plus inclusive, que ce soit des services, que ce soit de l'aménagement, que ce soit des outils pour interagir ou des espaces, même des modes de coopération un peu différents pour être dans l'accueil de la différence et ne plus avoir peur de cette différence et donc créer ces interactions-là. Donc dans l'immobilier, on appelle ça assistance à maîtrise d'usage. Donc ça permet, quand on a un projet immobilier, d'imaginer ce que sera la programmation de demain en fonction des modes de vie qui changent beaucoup. Genre, en ce moment, tout le monde se questionne un peu sur qu'est-ce que sera le monde dans 5 ans ou dans 10 ans. On est entreprise à mission et on est en train de faire le process de la Convention des entreprises pour le climat. Et ça nous bouge pas mal concrètement. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc... Non, vous ne connaissez pas? Moi, je connais deux J'ai pas noms, creusé mais... le process pour, mais bien sûr. En fait, c'est sur une année. Il faut qu'on s'engage pour 8 jours complets. Dans une année, c'est beaucoup quand même. On vient à 2 dans l'entreprise. Et l'idée, c'est d'écrire sa feuille de route régénérative. Donc, c'est de dire on ne va pas être juste là pour minimiser nos impacts ou faire moins d'impact, mais c'est plutôt faire des impacts positifs. Dans nous, qui sont des pure players du volet plus social, puisque c'est vraiment la question de l'inclusion, c'est les hommes, c'est aussi comment tu intègres la question du vivant, en fait, le vivant, c'est-à-dire les ressources, la biodiversité, puis pour remettre l'homme à sa juste place sur la planète, dans la société. Et donc ça nous interroge beaucoup pour arriver à aller faire ça avec nos clients, avec nos partenaires. On a monté un comité de mission, puisqu'on est une entreprise à mission, avec des gens qui nous connaissent bien, qui viennent nous challenger 2 fois par an, c'est hyper intéressant. Voilà, on est dans ce process-là, donc on est une équipe de 12 personnes aujourd'hui, avec la moitié de l'équipe qui sont des designers, donc designers de services global,
produit, espace. Et puis l'autre partie de l'équipe qui fait plutôt de la stratégie et de la gouvernance. Et notre cœur de métier, c'est de l'animation collaborative. Donc on fait tout ça toujours en co-construction. C'est très court comme présentation. Merci de nous accueillir chez toi. Bah oui, on a la serre urbaine, exactement. Donc voilà, et toi, alors qu'est-ce que tu fais de nous? Alors moi, donc, je suis Iris Panissier, je suis coach. Je travaille avec des dirigeants, des entrepreneurs, leaders. Ça peut être les 3 profils selon comment ils s'appellent eux-mêmes. Ouais. Et je les aide à, je dirais, répondre à leurs enjeux business avec plus d'authenticité, en étant pleinement eux-mêmes et en retravaillant, en tout cas en recalibrant leur vision de la réussite, et leur réussite professionnelle et leur réussite aussi personnelle, et de faire les ponts entre les deux. Et puis je suis cofondatrice aussi de Shaker. C'est une agence qui accompagne les entreprises, les organisations, à créer des collectifs qui sont plus opérants, plus coopérants, à se développer aussi. On les aide à se développer, donc avec des formations soft skills. On les aide aussi, ces équipes, à s'engager dans des projets de transformation ou d'innovation qui ont du sens. Parce que c'est toujours la question du sens cette question-là qui est au centre et qui fait souvent défaut dans les organisations et qui crée ces manques d'engagement que peuvent observer les boîtes, quoi. Oui, voilà. Souvent des boîtes qui ont du mal à recruter, donc qui te contactent ou pas forcément? Pas forcément. Dans quel moment en fait les boîtes qui font appel à toi? C'est très très varié. Ouais. Il y a, ça peut être un directeur opérationnel qui se rend compte que son projet qui doit durer 5 ans, en fait, ils en sont à la moitié du projet et puis il y a des retards et il y a des démobilisations d'équipes et il y a des difficultés à collaborer avec des personnes, des partenaires, des parties prenantes qui sont parfois dans différents pays. Oui. Donc ça peut être ça peut être des fusions d'équipes, ça peut être une PME qui se rend compte qu'elle aimerait bien diffuser un management plus par la confiance. Oui. Et que elle peut observer qu'il y a des symptômes qui vont contrairement à ça. Et donc on va travailler sur tout un dispositif qu'on va conduire avec eux, qu'on va co-construire. Pour pouvoir engager aussi les salariés autour de ça, pour qu'ils puissent se demander c'est quoi pour moi ressentir de la confiance dans mon organisation, dans les personnes qui m'entourent, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau de l'institution. Ça peut être des sujets de leadership, donc accompagner des leaders à se déployer, à être plus innovants, à adopter une posture plus authentique. C'est très très varié en fait. Tu dois te heurter à des croyances parfois ancrées. C'est dans l'éducation où ça va être difficile à déconstruire parfois, je pense. Ouais, c'est et en plus c'est pas toujours notre mission de venir déconstruire les croyances. Oui. Tu vois, souvent on est appelé sur des problématiques très opérationnelles. Et le niveau de conscience, on va dire, du besoin réel, la demande inconsciente, il n'est pas toujours là. Donc l'enjeu, c'est de venir apporter ce qui nous semble vraiment pertinent pour pouvoir dénouer des situations et en même temps de répondre à une demande claire et de finir avec un plan d'action parfois. Donc, et ça t'arrive souvent d'être appelé pour une problématique et en fait, soit tu identifies, soit dans le diagnostic que tu fais, en fait, c'est autre chose que tu vas faire? Souvent, la problématique pour laquelle on m'appelle, ça peut être un symptôme. L'enjeu, c'est d'aller identifier la cause racine, si c'est possible, et d'agir sur la cause racine. Quand il y a un conflit dans une équipe, parfois on va pouvoir venir éclairer un mode de management, par exemple, qui crée en fait ces symptômes-là. Donc c'est pas évident parce que ça nécessite aussi au manager d'avoir ce courage managériel de mettre les choses à plat. Donc à chaque fois, c'est vraiment c'est de la nuance en fait et de la diplomatie. Mais c'est puissant. Et puis ça dépend aussi du dimensionnement de la mission, tu vois. Parfois ça va être de 1 ou 2 journées et puis parfois ça va être 1 an. Ça va vraiment dépendre
de la volonté, de l'organisation à vraiment adresser un sujet, la possibilité aussi, des moyens qui sont engagés. Ouais. Et justement, l'ambition de départ, c'est de faire bouger ces organisations-là. Et donc au départ, je travaillais vraiment sur ces processus de facilitation, donc qui sont vraiment du bottom-up. Et puis je me suis vraiment rendu compte que c'était un double mouvement en fait, entre effectivement le mouvement du collectif, son engagement, sa remobilisation, son développement, créer ce collectif à partir de la somme d'individualité, et aussi le mouvement du dirigeant. Ah oui, c'est sûr. Et le travail sur lui, sa représentation de son entreprise, de sa vision, de sa place dans l'entreprise, de sa posture. Et en travaillant sur tous ces éléments-là, là, on arrive à avoir vraiment un impact sur l'organisation au global. Et toi, dis-nous tout. Donc moi, je m'appelle Charles-Henri. Charles-Henri Boiton. J'ai cofondé la société Tracé. Donc ça remonte à 2019 maintenant, avec une associée lyonnaise qui est comédienne, metteuse en scène aussi. Donc ça va avoir un impact pour après. En fait, on veut travailler sur, étant donné les transformations du monde du travail actuel, même s'il y en a toujours eu, mais aujourd'hui on a une impression d'accélération, réelle ou projetée, mais en tout cas il y a beaucoup d'articles RH ou de webinaires, de choses comme ça, vraiment de contenu qui dit tout change, tout se transforme, etc. Donc que ce soit une réalité ou pas, en fait, même s'il n'était pas vrai avant, en fait, ça en devient une. Ressent, Exactement. Et donc, en fait, au cœur de ces transformations, on a voulu travailler sur comment se traduit l'implication salariée, quelles sont ces transformations et comment est-ce que dans les organisations du travail, on garde du sentiment collectif et qui passe par une forme de récit commun. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ensemble ici? Qu'est-ce qui nous relie? Pourquoi? Et pas forcément au sens, pas que sur la mission, pas que sur les métiers, pas que sur ce qu'on produit, mais concrètement pourquoi on produit ça, au service de quoi on est, et vraiment cette notion de récit commun qu'on essaye d'insuffler, qui n'est pas tout à fait la culture d'entreprise, mais qui est quand même une forme de chose qu'on a créée en commun, qui nous relie, et on adhère à cette création, puisque de toute façon on est employé par cette structure. Et on souhaite que ça passe justement par quelle émotion on vit en commun, justement, pour relier les personnes et créer ce sentiment collectif. Et on propose, on voudrait faire ça dans toutes les structures du monde du travail. Donc demain, ce serait génial dans des hôpitaux, des casernes militaires, dans une crèche, n'importe. Mais aujourd'hui, on s'adresse beaucoup aux entreprises, du monde privé, plutôt des grands groupes et des ETI. Et on leur propose d'accueillir un ou une artiste en immersion au quotidien, auprès des salariés, pour engager un processus de co-création artistique. C'est quel type d'art, du coup? Ça peut être tout médium artistique. On a résumé ça en 3 grandes familles. Les arts vivants, le spectacle vivant, les arts visuels et tout ce qui concerne l'écriture. Même si on se doute que c'est pas la même chose d'engager des personnes à écrire, parce que techniquement, un papier, un crayon, tout le monde sait écrire des mots. Après, comment tu es guidé, comment tu es supervisé pour le faire, c'est autre chose. Et qu'est-ce que tu as envie de sortir de toi, mais c'est pas la même chose que de la danse ou de la chorégraphie, par exemple, en termes d'engagement corporel. C'est des choses très différentes, donc le médium artistique qu'on emploie n'a pas les mêmes conséquences, mais on ne se borne pas à un médium en particulier. Et donc on souhaite engager un processus de co-création où, autour d'une question ou d'un enjeu RH, les exemples qu'on prend souvent, c'est les questions d'écart générationnel, l'interculturalité, le fait qu'il va y avoir un nouveau siège et un déménagement, proche ou lointain, mais en tout cas il va y avoir une révolution dans l'environnement de travail. Et toutes ces questions, qu'est-ce que ça engage humainement, soit en termes d'appréhension, en termes d'incertitude. Parce que souvent, dans les conversations qu'on a avec les prospects, c'est souvent, c'est pas que ça se passe mal, c'est qu'il y a tellement d'incertitude et d'appréhension de tout le monde, parce qu'en fait, ça change. Les écarts générationnels, par exemple, une personne qui arrive dans une équipe où il y a vraiment des écarts d'âge forts, ou par exemple le fait de changer d'environnement de travail, passer d'un bureau individuel au flex office. En fait, ces changements-là créent de l'incertitude, de l'appréhension et souvent de la résistance. Donc nous, on intervient pour interroger ces questions-là et proposer d'apporter une réponse collective, mais sous une forme artistique,
Donc ça peut prendre en exemple, les exemples que je prends souvent, soit parce que c'est des cas concrets qu'on a vus ou c'est des propositions qu'on a pu faire. C'est une ETI lyonnaise du secteur industriel va racheter une entreprise italienne qui fait le même métier. Et donc en fait, il va y avoir des doublons de salariés entre les deux pays. Donc eux disent, on a promis qu'on ne ferait pas de licenciement, mais tout le monde se dit, mais comment ça va se passer? Et vraiment, les gens disent, mais moi je ne parle pas italien. Donc vraiment, ça revient à des questions comme ça très ciblées. Et donc en fait, on avait proposé de travailler sur des portraits croisés, par exemple, de la correspondance, mais qui n'est pas de la correspondance professionnelle, et qui n'a pas besoin d'être... On ne veut pas non plus recréer un truc de... Quand on a son correspondant anglais et qu'on lui écrit des petites choses et tout ça, mais ouvrir une forme d'intimité qui connecte avec l'altérité qui est de l'autre côté des Alpes et où justement ça enlève un peu d'appréhension parce que finalement, même si on le sait que ça va être des êtres humains comme nous qui travaillons là-bas, en fait, il y a l'univers professionnel fait qu'en fait, on n'est pas nous-mêmes, quoi. Ouais. Enfin, on est une autre personne, en tout cas. Puis tu disais que les artistes, ils restent un bon moment. C'était aussi ça, un peu le format qui était un peu intéressant. Exactement. Pardon, j'ai fini de détection. Exactement. En fait, c'est parti du fait, donc avec mon associé, en fait, on s'est rencontrés dans le cadre d'une compagnie de théâtre, où moi, je suis dans le bureau et elle est comédienne. Et metteuse en scène. Et en fait, on est sollicité, notamment pour du théâtre improvisé, pour faire des demi-journées de séminaires, de restitution, de team building. Et en fait, souvent, la direction projette des choses très fortes sur les messages vont bien passer, ça va être un grand temps fort de liens interpersonnels. Et en fait, ça finit, je caricature un peu, mais souvent, c'est plus récréatif, un peu ludique, et c'est un bon moment. Mais on n'a pas opéré un avant-après si fort que ça, en fait. L'hypothèse de départ pour la société tracée, c'est que le temps long, l'immersion permet la confiance et l'ouverture, et aussi que les salariés ne soient pas que spectateurs et spectatrices d'un spectacle ou de quelque chose, ou d'une expo photo qui a lieu dans le hall, comme ça peut se faire aussi, ou qu'on a installé une sculpture à un endroit et on la voit, mais c'est tout, en fait. Mais comment est-ce que les salariés sont acteurs et actrices du processus de création, donc sont impliqués en fait, sur la base de leur matière qui est personnelle et professionnelle. On essaie de ne pas être intrusif sur de l'intime ou des choses comme ça, c'est pas du tout ça, mais on considère que chaque personne a quelque chose à dire sur, par exemple, comment ça va se passer dans le nouveau siège. Je vais être en flex office, on m'a dit qu'il n'y aurait plus de bureau attitré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne vais pas pouvoir rien mettre, rien personnaliser. Donc, qu'est-ce que cette notion de territoire, d'espace vierge? Et tous les matins, on arrive et tout est blanc et vierge. Qu'est-ce que ça crée? Et en fait, on n'a pas de réponse à apporter en comment ça va se passer. C'est juste, voilà ce que j'ai à en dire aujourd'hui. Et puis déjà Tu déposes, quoi. Exactement. Je pense que sur l'interculturel, ça va être super riche parce que du coup... voilà, pas la même façon de voir le monde ou la même vision sur le rapport à l'autre et tout. Et je pense qu'effectivement, l'art peut être vraiment un super média. Moi, alors, j'ai testé le théâtre en mode assez récemment là, avec un client qu'on aime beaucoup. Et du coup, on s'est dit, on va tester ça sur la notion de co-responsabilité. Et en fait, en une après-midi, mais c'était juste... en fait, c'était vraiment puissant, quoi, dans le sens où on a fait des petites scénettes où les gens devaient jouer à improviser ou alors reproduire des choses. Et donc, du coup, ça nous a mis dans des postures, dans des situations où on a échangé complètement différemment. Et c'était très riche et ça a fait du bien, mais vraiment du bien. Génial. Même moi, parce que du coup, comme en plus on animait, donc on est quand même dans une forme de maîtrise du temps, de tout ça. Et alors, ça m'a même épuisée tellement on a ri et c'était vraiment le truc. Et en fait, c'est tellement fort. Et au final, on a dit plein de choses intéressantes pendant cette journée. Mais ce qui ressort, c'est ça. Et puis après, je ressens même encore quand j'en parle de ce lâcher prise. C'est génial. Et donc je me dis sur un temps long, ça va être super intéressant parce qu'il y a quand même qu'est-ce que tu en retiens, tu vois, même si on débriefe après, même si on a besoin quand même de sas, quoi, de prise de recul, de faire, de recommencer. Ces moments d'interaction-là, sur un mois, ça va être vraiment top, quoi. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est une façon aussi pour chaque personne de s'exprimer sous une facette qui n'est pas connue bien sûr.
de ses collaborateurs, quoi, de ses pairs. Ouais. On avait aussi proposé une modalité autour du théâtre. Et en fait, les gens posaient le mental et se révélaient vraiment dans des espaces où les autres n'avaient pas du tout l'habitude de les voir comme ça. Et en fait, c'était ultra puissant. Donc, sur le temps long, ça doit être incroyable. Et tu disais que il n'y a pas vraiment d'avant-après. Mais en fait, il y a quand même une empreinte émotionnelle qui est vécue par le groupe qui change quelque chose, qui a de la valeur. Quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de ce théâtre forum ou des choses que tu as expérimentées. Tu essayes de proposer en tant que dirigeante. On parle beaucoup d'expérience salariée et de parcours collaborateur. Enfin, il y a vraiment d'une sémantique sur ça. Et toi, tu essayes de trouver des choses à proposer à tes équipes pour faire du lien ou pour autre chose Bon, moi, j'aime bien explorer plein de choses. Donc, effectivement, je propose aux équipes. Après, ils prennent ou pas. Et, on a testé l'expérience de la méditation. Moi, c'est quelque chose que je pratique et je trouvais ça chouette de pouvoir le faire dans le cadre de l'équipe. Donc là, on est à la serre urbaine. Donc, c'est quand même un endroit qui est fait pour se sentir bien. On a travaillé les textures, la lumière, en partant du prisme des personnes qui ont des troubles autistiques. Et donc, en disant, ces personnes-là, elles ont vraiment les sens qui sont souvent très aiguisés. Et donc, du coup, si on fait un espace qui répond aux besoins des personnes qui ont des troubles autistiques, pour nous, en tant que salariés, en tant que collaborateurs, ça va être un endroit très apaisant aussi pour nous. Donc, finalement, répondre à un besoin d'un usager qui peut être atypique, à des besoins qui peuvent être parfois compliqués, et si on y répond et qu'on le met pour tous, finalement, on crée un environnement accessible à tous. Et donc, comme je me dis qu'on est dans ce cadre-là, je me dis, la méditation, ça va être cool. Et puis, en fait, non. C'est-à-dire que, je ne dis pas que tout le monde n'a pas aimé, mais le lâcher-prise en entreprise, il est quand même compliqué. Même si on essaye on a une proximité, on se dit quand même les choses, je considère qu'il y a énormément d'entraide et du coup on s'écoute les uns les autres. Le fait d'être dans cette posture, de fermer les yeux, de pouvoir aiguiser ses sens différemment et de se laisser aller, alors là, ils n'ont pas du tout accroché parce qu'ils ils se disaient c'est chouette, mais alors moi je fais ça chez moi, quoi. Et donc après je comprends complètement. Mais du coup, je me suis dit, oui, l'entreprise ne peut pas tout et n'est pas un espace pour tout se dire et tout faire. Et il faut accepter aussi on parlait est-ce que c'est une grande famille ? Pour moi, c'est pas une famille, une entreprise. C'est un collectif. Tu disais ce mot-là tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est un collectif avec plein de gens différents qui doivent du coup interagir. Comment ça résonne pour toi ? En fait, j'allais te poser la question. Il y a des entreprises dans lesquelles la méditation, ça fonctionne. Oui. En tout cas, qui est pratiquée. Est-ce que tu t'es questionné pourquoi dans ton entreprise à toi, ça ne fonctionnait pas? Est-ce que tu t'es dit, c'est peut-être ces profils-là? Est-ce que c'est moi ce que je renvoie? Est-ce que c'est la façon dont je propose? J'imagine que ça a peut-être pu te questionner toi dans ta posture de en fait, j'avoue que être dirigeante, c'est un questionnement permanent parce qu'il y a des choses où on pense que ça va vraiment faire résonner et être hyper intéressant, et puis en fait non, en fait donc l'entreprise ça reste l'entreprise et le perso il faut pouvoir séparer les choses, il faut pouvoir fermer la porte, il faut pouvoir on a beaucoup de jeunes générations moi je suis pas si vieille que ça, mince, mais voilà quand même, et en fait ce rapport au travail il est très franc en fait par rapport à ça. C'est que du coup on vient dans l'entreprise pour faire son job, vivre des choses en collectif, apprendre, tester des nouvelles choses, être créatif. Mais il y a un moment où ça s'arrête aussi et je ferme la porte. Alors moi, donc forcément, j'ai créé ma boîte depuis plusieurs années, mais même avant, j'ai toujours eu ce rapport-là au travail. En fait, j'aime à 200%, donc c'est la frontière vie pro, vie perso. Moi, je suis la même à la maison, moi, je suis la même au travail. Clairement, je suis dans une authenticité. Sinon, je serais pas bien, en fait. Donc après, c'est pas comme ça pour tout le monde et il faut vraiment l'accepter, quoi. Mais c'est hyper subjectif
ça, de se dire, ça, c'est de l'ordre du pro, ça, c'est de l'ordre du perso. Oui. Et je me demande, moi, si l'entreprise n'a pas un rôle d'éclaircissement de cet endroit-là, de qu'est-ce qui est de l'ordre du privé, qu'est-ce qui est de l'ordre du collectif d'entreprise. Parce qu'après, on observe que des gens se permettent de dire des choses, d'avoir des comportements. Ça peut avoir il peut y avoir vraiment des comportements déviants aussi. Oui. On est déjà intervenu sur ça. Et souvent, c'est parce qu'il y a un manque de clarté. Oui. Et puis aussi parce que il y a tout ce passif qu'on a, nous, la façon dont on a été éduqués, etc. Mais c'est vraiment pas simple. Et de se sentir à la fois authentique et en même temps de cliver ce qui est de l'ordre du public et de l'entreprise et du privé, quoi. Ouais. Tu fais comment, toi? Vous faites comment? À ce stade... À titre personnel et à titre d'entreprise aussi. Hein. Ouais. Et surtout, à ce stade de la discussion, il faut que je précise aussi que ce que je dis, c'est ce que je projette, ce qui va se passer, parce qu'on est encore en recherche du premier gros client qui nous permettra aussi d'éprouver le concept, enfin d'avoir une vraie, une proof of concept, je crois que c'est ce qu'on dit, et que, parce que pour l'instant c'est que des retours très positifs et enthousiastes, mais qui ne signent pas de commande, donc c'est pas tout à fait la vraie vie. Mais sur la question que tu poses, en général l'accueil il est très positif parce qu'en fait, il y a en général à chaque fois des RH ou responsables des RH avec qui je me suis entretenu disent « Ah mais oui, mais on a fait ça, l'autre fois on a fait une après-midi peinture, on a fait un truc de théâtre et tout ça. » Donc en fait, la dimension artistique, créative, a déjà existé à un endroit. Donc c'est pas exotique. Et dès qu'on commence à dire que mais là les salariés seront vraiment sur du temps long, acteurs et actrices d'un geste créatif, il y a un endroit de « Ah !» Mais on précise que ça peut être, par exemple, ça peut être anonymisé. Un truc vraiment que j'adorerais, c'est que sur une question, par exemple, d'intergénérationnel, ce soit des textes écrits sur, alors je ne vais pas aller trop loin, mais sur des trucs projetés, qu'est-ce que c'est que d'être plus âgé que ce qu'on est maintenant dans le monde du travail, ou projetés sans être comme c'était mieux avant, mais moi je me souviens du travail avant, mais faire des écrits croisés comme ça, et publier, et on les anonymise en plus pour que ce soit très libre, mais que sur un site où il y a cette question-là, ou au sein d'une équipe, en fait, il y ait un recueil de textes assez courts, ou de micro-nouvelles, si on veut mettre un peu de narration, mais il y ait un recueil de récits assez courts, comme ça, de 10, 15, j'en sais rien, où on pose la même question à tout le monde, et en fait, il y a un geste d'écriture qui est guidé par quelqu'un dont c'est le métier, en fait, d'écrire. Et que simplement, en fait, quand je lis quelque chose, je ne suis pas en train d'enquêter pour savoir qui a écrit ça, mais juste, ah mais ok, c'est quelqu'un que je connais ici, donc ça existe en fait parce que c'est quelqu'un qui a écrit ça. Donc oui, ce que tu décris sur l'endroit de... En fait, c'est un geste qui est très simple, parce que là, en effet, on se connaît depuis 1 heure, tout le monde a déjà écrit, on a déjà écrit les uns devant et les unes devant les autres en fait, donc tout le monde sait écrire. Mais quand mais ça reste quelque chose... T'as pas écrit du tout? Non, il y a déjà qui... Ah oui, alors en effet, il y a aussi des questions très importantes sur lesquelles tu travailles aussi. En effet, tout le monde n'est pas en capacité d'écrire. Mais alors en effet, je me rends compte que du coup, il y a des questions sur ça où des fois on fait un truc très général et en fait, oui, c'est très important ce que tu dis. Mais ça reste très, très intime en fait. Ne serait-ce que d'avoir l'impression de bien écrire ou de mal écrire visuellement. Quoi. Dire, moi, de penser qu'on écrit hyper mal et tout ça. Ça me fait penser, on aime bien, on fait souvent des animations collaboratives, on fait des icebreakers au début pour rapprocher les gens. Et du coup, tu arrives dans la salle, tu as une feuille blanche partout, puis on demande de dessiner son voisin. Alors là, on se marre, est gêné, je sais pas commencer et tout. Et du coup, le message, c'est faites-vous confiance et faites confiance à votre voisin. On s'en fout concrètement que voilà, vous ne sachiez pas dessiner. Et voilà. Mais l'effet que ça provoque, c'est juste génial à chaque fois. La gêne et puis les éclats de rire et le non mais arrête, machin. Ou alors il y en a qui posent. Enfin, tout de suite, on voit les personnalités directes. Quoi. Et voilà, c'est juste ce rapport à ce que tu dis sur le fait de faire confiance et de se lâcher, de pouvoir être dans cette interaction-là avec un artiste et puis le produire en commun. Quoi. Ça m'interpelle sur un truc, c'est le travail qu'on fait, les entreprises qu'on mène. Elles ont toutes une portée d'impact humain et sociétal grand. Et je peux avoir l'impression dans nos discussions que
c'est difficile de vendre ça à nos clients. Non, de vendre l'impact réel que ça procure. Moi, avec des dirigeants... Toi, c'est des difficultés que tu as, ouais. Ben ouais. Enfin, peut-être que je projette, mais vous me direz ce que vous en pensez. Mais quand je travaille en coaching avec un dirigeant et qu'on entre sur des thématiques très business, en fait, on va aller travailler sur sa posture, sur ses croyances, sur ses freins. On va travailler sur des sujets d'estime de soi, de croissance personnelle, d'état d'esprit. En fait, c'est que des choses qui sont de l'ordre de leur construction. Et en même temps, c'est difficile d'entrer directement sur ça, en fait, avec eux, sans avoir... ça nécessite de tisser une relation, d'en parler. Enfin, c'est pas simple de vendre l'impact réel de ce qu'on vend. Parce qu'on on veut toujours chercher à objectiver toujours finalement à quoi ça va servir, le montant qui vaut de l'argent et qui... c'est ça en fait, je pense que c'est de la logique héroïste. Héroïste, ouais. C'est ça. C'est ça. Après, peut-être qu'il y en a qui ont aussi des mauvaises expériences, il faut dire ce qu'il y a, j'en sais rien. Hein. Ça peut arriver qu'il y ait des choses qui ne soient pas forcément bien passées ou qu'ils aient perdu leur temps, et donc du coup, c'est encore plus dur à reconstruire, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'on est dans une culture héroïste qui est forte, quoi, quand même. Et toi, Iris, justement, les interrogations que tu poses à tes prospects ou aux dirigeants que tu rencontres, peut-être quand c'est déjà des clients, est-ce que tu arrives, comme tu as beaucoup de recul sur des méthodes de travail, du coup que tu maîtrises, tu arrives à garder une interrogation sur toi-même, justement. Tout à l'heure, tu parlais d'authenticité, de où est-ce que j'en suis, peut-être dans mon rapport aux autres. Genre la supervision, un truc comme ça, non? C'est ce que tu veux dire. Ou voilà. Ça se fait bien. Et tu arrives, toi, à garder aussi du travail sur toi assez permanent. Trop bien. Sûr. Ça fait partie de ton boulot, quoi. Ah bah ouais, complètement. Et ça fait partie même de ma déontologie. C'est-à-dire que je ne peux pas accompagner des gens si moi-même, je n'ai pas une posture de recul sur ce que je fais. Et tu disais que j'avais une expertise, je ne sais pas comment... Une maîtrise d'outils, de méthodologie, choses comme ça. Voilà, effectivement. Après, j'ai mes méthodologies, mes outils, mais tout va dépendre de ce que la personne amène. Et ça, c'est imprévisible. Et les freins qu'elle rencontre, ou les problématiques qu'elle rencontre, évidemment que c'est de l'exploration aussi ensemble. Je ne vais pas plaquer une méthode ou une réponse sur ces personnes-là. C'est le contraire du coaching, où c'est du mentoring, c'est du conseil. Évidemment, des fois, il peut y avoir des ouvertures, mais bien sûr, en termes de supervision, oui, et puis en termes de moi-même, toujours progresser sur ces problématiques que rencontrent aussi mes clients, en fait. Et c'est parce que moi-même, je me suis beaucoup questionnée et j'ai progressé sur ce chemin-là que c'est là que j'ai envie de travailler avec ces personnes-là. Le projet tracé me ramène à un endroit de rapport à la patience et au temps long, parce que du coup, c'est un projet qui a démarré fin 2019. Qu'on a lancé fin 2019, début 2020. Enfin, il y avait eu une phase, il y a eu des mois de réflexion avant, d'affinage, des semaines, parce que on vit dans un pays où Pôle emploi aide à la création d'entreprise, mais le temps passe très vite. Et donc, mais par contre, début 2020, quand j'ai commencé la prospection, le cœur de ce projet, c'est que l'artiste est immergé dans un collectif. Donc ça a perdu son sens au début 2020 avec le Covid. Donc après, on a essayé tant bien que mal, mais on voulait pas transiger sur l'offre qu'on voulait faire. À distance, on n'a vraiment pas trouvé de formule, etc. Et après, les RH étaient submergés de difficultés de gestion. Donc c'était vraiment la prospection de septembre 2020. Les réponses, c'était vraiment super, mais c'est vraiment pas la question du moment. Là, donc il y a eu un temps de retrouver un emploi salarié pendant 1 an et demi. Et donc là, ça fait un peu moins d'1 an maintenant, parce que c'est l'automne dernier, donc ça fait 1 an, que je retourne à la prospection. Mais je ne suis pas arrivé à trouver pour l'instant la première grosse commande ou la preuve justement qui démontrera et qui fera référence pour après. Parce que souvent dans la discussion, je préfère être assez honnête en disant que pour l'instant, ça n'a pas été développé. Donc il y a un truc qui fait... En fait, tout le monde veut être audacieux, pionnier, mais... il y a des difficultés à vouloir être le premier ou la première, parce qu'en fait, ce qu'on propose, pour l'instant, on ne l'a pas vu. On a vu des résidences d'artistes, mais auprès de métiers créatifs ou de la R&D ou de choses comme ça. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas trouvé vraiment exactement la même chose que ce que nous, on veut faire. Donc les gens ne veulent pas être les premiers.
Et donc, Après, vous allez chercher des grands groupes, c'est peut-être pas ceux qui vont être les plus audacieux à tester ça tout de suite, je sais pas. ce dont j'ai l'impression, mais c'est ce que j'en perçois, donc c'est qu'il y a quand même entre c'est beaucoup ces groupes qui mettent des moyens sur l'expérience salariée, sur l'innovation RH, et marque employeur exactement, et en fait des grosses boîtes, des grands acteurs lyonnais, de la banque, de l'assurance par exemple, où il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent. C'est le cœur de la question qu'on a là, c'est est-ce qu'on a déjà réduit, au début on est parti trop fort en se disant ok, 2 mois d'immersion, 2 ou 3 mois de création, on fait un reveal de l'œuvre ou de ça, une espèce de grand événement sur une semaine et tout. Donc en fait, c'est 8 mois, enfin ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Et en fait, on a vraiment réduit. Et là, l'offre minimale qu'on a, c'est des capsules créatives, enfin on a toute une sémantique. Et donc c'est sur 1 mois, et déjà on se dit, on verra quoi. Et après, en fait, tu vois, quand tu penses je fais un parallèle qui va te paraître certainement incongru, mais à de la formation. Pourtant, c'est hyper important de se renouveler, d'aller chercher des nouvelles manières de faire et tout. Dans les entreprises, les gens ne sont pas capables de prendre plus de 2 jours. Ouais, c'est fou. Tout sur 6 mois. Donc tu te dis, voilà, la question bien sûr de l'expérience salariée, tout ça est au cœur et que c'est hyper important, mais on est aussi dans un moment aussi, la crise économique est là, il faut quand même être efficient et voilà, et donc du coup, tu vois, c'est aussi ce rapport-là qui nous, quelque part, le rapport au temps qui va biaiser un peu les choses. Et c'est pour ça que je te dis, moi, j'aime cette stratégie des petits pas parce que quand on fait quelque chose ici, on prouve que ça fonctionne là, même sur ce format comme ça, peut-être que vous allez réinventer des formats auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Parce que la puissance de ce que vous proposez, par contre, je pense qu'elle est pas à démontrer. Les gens et après, c'est peut-être le format, je sais pas, mais en tout cas. Pardon, juste une remarque, c'est que en fait, moi, je vois, à force aussi, ce que ça m'a apporté Tracé, c'est que je vois que émotionnellement, je gère très bien la patience, ça, c'est chouette, les petits pas et tout ça. Et en fait, c'est un exercice. Et en fait, on s'est dit avec mon associé qui s'appelle Selena. Bah en fait, dans 10 ans, ce sera toujours une bonne idée. Donc, c'est pas grave si on met 10 ans entre le premier client. Donc, il y a ça qui reste, même si c'est un peu à feu doux, c'est pas très grave. Donc, je vois que je gère bien la difficulté et le temps long. Par contre, je gère très mal ce que tu es en train de dire peut-être qu'il faut partir plus petit, machin. Et en fait, ça, je vois bien que je suis là, non, je vais retourner chercher du cidre. Et puis, transiger sur tes convictions et sur l'impact que tu... En fait, c'est ça. On pense que plus c'est court, moins ça va marcher. Alors qu'en fait, je vois bien que c'est certain. En discutant là, c'est super parce que je me dis, mais c'est peut-être une croyance qu'on a. Et voyons ce que ça fait déjà sur une semaine. Et ça me fait mal de le dire, mais oui, il va déjà se passer quelque chose. Je veux bien. Merci beaucoup. Tu vois, tu disais que ça t'avait amené à travailler sur la patience. Oui. Et tu disais que plein de gens étaient intéressés, mais qu'il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça, qu'elles n'arrivaient pas à le vendre ou autre en interne. Ouais. En fait, j'ai l'impression que ce temps long, les entreprises le vivent aussi et qu'il y a un sujet de maturité. En fait, il y a, je sais pas, en 2016, quand j'ai commencé cette activité de facilitation, d'engagement des salariés, etc. Bon, évidemment, il y avait déjà des team building, etc. Mais il n'y avait pas autant de maturité du marché sur l'intelligence collective, sur la puissance des processus, sur les démarches long terme. Pareil sur le coaching, c'est un métier qui est en train d'exploser. En fait, il y a effectivement l'enjeu de patience et de persévérance en cherchant quand même des angles. En fait, moi, c'est marrant parce que je me rends compte que dans ma manière d'entreprendre, je suis, je capte les choses et je fais des liens sur des trucs auxquels on ne pense pas forcément. Donc, je vais toujours être en train de proposer quelque chose de nouveau, de rassembler des choses en disant, tiens, on pourrait faire ça. Et je ne suis pas, du coup, dans un modèle où c'était très prédéterminé à la base. C'est pour ça qu'au début, on me disait... mais focus-toi sur un marché, tu peux pas partir dans tous les sens. En fait, moi, j'ai pas envie. Et surtout, pour créer la ville inclusive, tu dois travailler avec des collectivités qui, du coup, dans les politiques publiques, du coup, sont sur la précarité, sont sur le handicap, sont sur l'inclusion, l'insertion. Tu dois travailler avec des acteurs de l'immobilier qui construisent comme les conditions de l'environnement, d'une place publique, d'un aménagement qui soit accessible à tous, et avec les acteurs du médico-social. Et c'est vrai qu'au début, on me disait, mais tu pars un peu dans tous les sens.
sens, quoi, concrètement. Et en fait, non, petit à petit, pierre après pierre, tout ça fait sens. Voilà, mais c'est vrai que... Mais en même temps, ça se fait aussi par rencontre, opportunité, envie, voilà. Et je ne sais pas où je serai dans 5 ans. Il y en a qui ont des plans très précis. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse avoir le plus d'impact possible. C'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure, mais c'est-à-dire que quand on crée des outils de communication alternative pour des personnes qui sont allophones, qui ne peuvent pas formuler leurs besoins parce qu'elles sont en situation de handicap, je voudrais que chaque commerçant ait ça, parce qu'en fait, c'est tout simple, ça ne coûte pas cher à produire. Et je voudrais que chaque, je sais pas, on arrive dans les maisons des métropoles, on a commencé à faire des choses avec eux, tu vas à la piscine, et du coup, tu as une attention à l'autre qui fait que ça soit dans la main des gens au quotidien. Moi, c'est ça qui m'anime, parce que c'est ce passage à l'échelle qui fait que on pourra créer une ville qui baisse les tensions sociales et où le rapport à la différence, du coup, est moins prégnant. Et il y a un champ énorme sur l'éducation. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis touchée par ce que tu dis. Oui, c'est ce que je vois, c'est chouette. Je trouve que c'est des convictions qui sont... voilà. Ouais, la façon dont tu le partages, c'est vraiment beau. Ouais. Non, mais voilà. Et là où je voudrais vraiment aller, là, c'est justement travailler avec l'éducation, notamment avec les collèges, parce que sur la question du harcèlement scolaire, tout le monde est perdu. Il y a des choses qui se mettent en place avec des médiateurs, tout ça. Mais les enfants, quand ils se rencontrent entre eux et quand ils arrêtent de stigmatiser parce que l'autre est plus gros, plus grand, plus petit, enfin voilà, le collège, c'est quand même horrible. Cette méchanceté qui est exacerbée par les réseaux sociaux. Faire des ateliers, travailler en intelligence collective avec les ados, là, mais c'est la clé pour pouvoir coopérer demain dans les entreprises et pour pouvoir travailler ensemble. Ouais. C'est un constat qu'on a fait au moment de créer Shaker, c'est que en fait tous les mots, tous les dysfonctionnements qu'on a envie d'adresser en entreprise, ils prennent racine dès l'école. Et en fait, je me rends compte aussi que c'est le cas à titre individuel, avec tout le monde, en fait, qu'il y a tout ce terreau de coopération, de respect, autour de valeurs très humaines qui ne sont pas vraiment véhiculées à l'école. Non, parce qu'on est sur de la performance, on est sur des notes à la con, entre guillemets. On ne te dit pas qu'est-ce que tu as appris dans cette rédaction que tu n'as pas réussi. Très bien, qu'est-ce que tu as pu apprendre d'intéressant. On a vraiment un système éducatif qui écrase et qui n'est pas du tout vertueux, en fait. Et alors, il y a des choses qui sont faites, il y a des profs qui sont hyper engagés, je ne dis pas du tout ça. Oui, mais c'est un système, quoi. Mais c'est un système, voilà, le système et c'est marrant parce que j'ai ma fille qui a 15 ans, qui voudrait faire de la joaillerie et qui a fait son stage de 3e dans un atelier de joaillerie qui l'a accueillie. Et quand elle a défendu, ils ont un oral maintenant en 3e, elle disait, en fait, ce qui est génial, c'est quand on fait une bague, tout le monde dans l'atelier a travaillé sur la bague parce qu'il faut polir, il faut découper, il faut machin. Et elle dit, c'était la première fois qu'on me jugeait en dehors de mes notes. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça juste. Et j'ai dit, c'est très bien, tu as tout mis dans ton oral, c'est parfait. Bravo. Voilà, c'était exprimé. Et je pense que cette notion de coopération, je pense qu'elle va faire plein de trucs super dans sa vie, même si elle n'est pas très scolaire, on va dire de manière classique. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à décloisonner. Et, c'est vraiment quelque chose... cette notion-là, je pense qu'effectivement, ça peut être un petit bout de truc qui va pouvoir changer le monde, quoi. C'est travaillons avec nos ados et avec nos enfants, quoi, parce que... Iris, quand tu es sollicitée, est-ce que c'est souvent parce qu'il y a des points de douleur très forts qui sont, qui atteignent des stades critiques des fois, ou ça dépend. Souvent, l'opérationnel prend le pas. En fait, on est en mode réactif. Et donc, on se dit, faut que je gère tel et tel problème, aussi bien au niveau de l'équipe qu'au niveau du dirigeant. En fait, c'est un peu ça aussi, un métier de dirigeant, c'est de gérer des problématiques qui arrivent au quotidien. Certains ont besoin d'un momentum pour se dire, OK, donc crise avec les associés,
recrutement problématique, problème de management. Ou même personnel parfois. Personnel, problème avec la concurrence ou soudainement, pas soudainement, mais un marché qui est plus aussi, qui répond plus. Donc, il y a les problèmes. Souvent, la problématique est le déclencheur. C'est bien ça le sujet. Il y a de plus en plus d'équipes qui comprennent, ou d'entreprises qui comprennent que c'est important de faire un travail pas préventif, mais de travailler sur ce terreau. Pourquoi ? Parce qu'ils observent que les jeunes ne viennent plus bosser chez eux, que les moins jeunes se barrent, que les vieux, ils ne savent plus quoi faire alors que ils ont plein d'expériences sous la pédale, mais qu'ils sont arrivés à un niveau de management alors qu'en plus, c'était peut-être pas... Voilà, donc c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur le temps long. C'est qu'il y a 7 ans, j'observe que la maturité des entreprises, elle était pas encore... elle était encore moins grande qu'aujourd'hui, donc c'est un peu long quand même. Ça bouge sur ce truc de pas d'être toujours en mode répondre en mode pompier, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu fais face en ce moment que tu as envie de partager, ou c'est quoi des questions que tu as là et qui sont un peu des points peut-être c'est des points de bascule dans ton développement ou des choses comme ça? Je ne sais pas si le bon levier, c'est de faire prendre conscience que le travail sur les individus aide à faire collectif, que le travail sur l'individu de l'entrepreneur, du dirigeant aide à porter l'entreprise. Voilà, c'est faire comprendre en fait du bien fondé d'investir sur la croissance des humains tout à fait. au service du projet collectif. Et pas d'être dans ce mode pompier, quoi. C'est ça, je trouve, le cœur de mon enjeu se retrouve à cet endroit-là. Du coup, ça résonne ce que tu dis parce que j'avais testé l'Eki-coaching là, et du coup, c'était vraiment très intéressant. Alors, je l'ai fait en mode individuel pour voir un peu ce que ça faisait. Enfin voilà. C'est du travail avec des chevaux. Avec des chevaux, exactement. Donc il y a une personne qui connaît les chevaux et qui sait comment te guider dans tout ça. Donc la dame avec qui j'ai fait ça, elle s'appelle Laurence Beffet. Et donc du coup, elle m'a invitée une première fois. Alors j'étais allée une première fois où j'étais pas très en forme et il y a un cheval, un très beau mâle noir, qui est venu me voir et comme il venait juste me câliner, en fait, c'était marrant. Et donc du coup, elle me dit c'est le mâle dominant. Alors moi j'ai cru que le mâle dominant c'était celui qui dominait, quoi. Et en fait non, le mâle dominant dans la meute, enfin c'est pas une meute de chevaux, mais je crois comment on dit, une troupeau, voilà exactement. Et c'est celui qui va plutôt guider, du coup, qui va être dans le guidage de là où il faut aller, de comment. Voilà, parce que le cheval, en fait, comme c'est toujours une proie, il est toujours en hyper connexion avec son environnement et donc il est en hyper connexion avec les hommes aussi. C'est ce rapport direct à l'émotionnel qui est super intéressant à travailler. Et elle m'a fait rentrer dans un cirque. C'est pas ça le vrai mot, mais on le retrouvera. Bref, il y a un manège, c'est ça. Et donc, elle me proposait de faire tourner les chevaux dans le manège. Et j'avais que la voix et la posture. Alors, j'avais aussi une espèce de bâton là pour arriver à le faire courir, mais il fallait qu'il fasse le tour. Et rien qu'avec ma posture. Et en fait, je me disais de m'ancrer sur le sol et de mettre mon énergie la plus ancrée en moi pour pouvoir poser les choses. Puis après, que l'énergie, en fait, c'était que mon énergie qui guidait le cheval et pour faire le tour. Et donc, il y avait deux types. Il y avait le cheval, donc le mâle dominant qui, du coup, lui avait très bien compris comment je fonctionnais et m'a suivi tout de suite. Et il y en avait une autre qui était très sauvage et qui était, dès que je faisais un geste, elle bougeait dans tous les sens. Donc, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Et en fait, la méditation a aidé à s'ancrer, tout ça. Et j'y suis arrivée, mais c'était, d'une puissance. Et là, quand on fait le lien avec le management et de se dire que si en tant que chef d'entreprise, tu es ancré dans ton intention et que tu l'as dit clairement, parce que ça, c'est pouvoir la communiquer clairement, et du coup, en fait, ton collectif, quelque part, il va savoir lui aussi où aller et il va te suivre au bout du monde sans avoir une longe pour le chercher, trop courte, trop grande. C'est vraiment intéressant. Et
Si on demandait aux gens de ton équipe, donc vous êtes 12, c'est ça que tu sais? Si on demandait aux gens de ton équipe de dire, Céline, comment elle est, c'est quel type de dirigeante? Est-ce que tu penses que tout le monde dirait un peu la même chose ou est-ce que tu penses qu'il y aurait des réponses différentes? Je pense qu'il y aurait des réponses différentes. Entre ce que je pense, ce que je renvoie et ce que je suis vraiment, je pense que c'est assez différent. C'est-à-dire si tu veux en parler parce que... Non, mais moi j'essaye d'être dans une ouverture, une bienveillance, une écoute. J'ai l'impression qu'on peut tout me dire. Concrètement, je suis prête à tout accueillir quelque part. Et en fait, la posture de dirigeante, tu restes celle qui décide, quoi, quelque part. Alors qu'en fait, non, j'essaye de co-décider beaucoup de choses. Mais du coup, on me ramène à cette posture de dirigeante. Et en même temps, si je ne l'assume pas, c'est pas bon aussi pour le collectif. Donc, je m'interroge beaucoup sur tout ça. Et c'est chouette, en fait, ce qui se passe. Et cette découverte, en fait, de soi et de son rapport à l'autre. Et voilà. Bon, alors, parfois, on se prend des bonnes claques, hein, concrètement. Ouais, c'est sûr, on en prend plein même. Mais... il faut garder cette distance et c'est super intéressant. Moi, je trouve ça très épanouissant. Et toi, du coup, les artistes avec lesquels vous travaillez, comment ça se passe? Ça s'organise comment? Ce qu'on souhaite faire, c'est arriver à faire un ménage à 3 avec Tracé qui est en coordination, aussi bien en travail avec l'artiste. En fait, les choses qui ont existé d'artistes présents dans une entreprise, c'était des rapports directs. Enfin, il n'y a pas eu de mise en relation, ce qui peut être d'ailleurs un frein aussi, c'est qu'au bout d'un moment on se dit pourquoi on passerait par vous alors que si on voulait on pourrait le faire directement, qui est un autre endroit mais qui en fait est un frein qu'on lève assez facilement. Mais nous on se met aussi bien pour l'artiste pour apporter un cadre de travail sécurisé sur le plan financier, juridique, technique et que on va... C'est bien parce que les artistes c'est pas trop leur truc. Et alors, paradoxalement, il y en a qui entrent parfaitement dans le cliché en effet de l'artiste bordélique et tout ça, et il y en a qui ont besoin d'être rassurés en disant moi, ça m'intéresse de travailler hors de mon atelier, hors de mon studio, hors de chez moi, mais dans un environnement comme une entreprise, que ce soit un site tertiaire ou un atelier de production par exemple, qui est un endroit que je connais pas. Ça m'intéresse d'être qu'il y ait quelqu'un qui borde parce que sinon je sais pas comment ça va se passer. C'est vraiment un autre monde là pour le coup. En fait souvent c'est ça, c'est deux, que ce soit un DRH ou une DRH ainsi qu'un ou une artiste. Après il y a toujours une réalité qu'on plaque derrière le mot d'artiste qui est un truc des fois qui a un peu un vernis un peu élitiste ou distant, etc. Et le but c'est d'arriver à se défaire de ça aussi. Mais en fait, tout le monde projette des choses, chaque monde projette des choses sur l'autre monde, à tort ou à raison, ça dépend à chaque fois, mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais le but, nous, c'est de se poser en décloisonnant ça et en disant, en fait, nous, on cherche des artistes qui vont avoir envie de travailler hors les murs et d'aller travailler une matière concrète, tangible, humaine, bien sûr, mais quelque chose qui est un peu inhabituel, avec une petite chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est comment est-ce qu'on peut mettre quand même une forme de poésie et, on va pas dire d'enchantement parce qu'il ne faut quand même pas aller trop loin, mais ramener un peu de poésie, un peu de choses un peu plus agréables, un peu plus, on dit poétique souvent, mais bon, dans l'univers du travail qui des fois est un endroit qui peut en être complètement dépourvu. Des fois dans les rapports interpersonnels ou au sein d'une équipe ou d'un bureau, il y a des choses formidables qui se font, interpersonnel, mais tu parlais tout à l'heure de ce qui est le système que crée l'école ou l'éducation par exemple, l'entreprise et un univers professionnel, c'est un système aussi avec des codes, des usages et qui est régi par des choses où la fantaisie, la poésie, les choses un peu plus légères n'ont pas vraiment leur place en règle générale. Je ne vais pas faire trop de généralité. Mais on n'est pas là pour rigoler quoi. Exactement. Oui, c'est des choses... En fait, en général, quand j'ai présenté le projet Tracé, souvent, il y a un enthousiasme assez chouette qui se met. Et j'ai jamais personne qui m'a dit certainement... C'est pas certainement pas. Par contre, les personnes auprès de qui je porte ce projet, qui ont reçu une offre, par exemple, qui étaient motivées pour faire ça, au moment d'aller le porter en interne, avant même de le porter, ont projeté le fait que c'est sûr que le ou la DRH ou le conseil de direction va dire on n'est pas là pour faire du dessin, qu'est-ce que c'est que ces conneries, on n'est pas là pour rigoler. Je caricature, mais à peine. Mais on ne vient pas au travail pour ça, en fait. Et en fait, le côté ludique apparaît en premier à côté du geste créatif et du lien que ça peut créer. Et en fait, d'ailleurs, c'est un des problèmes principaux, c'est comment est-ce qu'on trouve
comment est-ce qu'on arrive à avoir un discours un peu long et un peu complexe pour proposer ce qu'on veut faire dans un univers où soit on nous demande tout de suite combien je vais gagner grâce à ça. Ou combien de temps ça va prendre à mes équipes. Combien de temps ça va prendre à mes équipes. Ouais. Donc en effet, on est tout de suite dans la technique et le dimensionnement, alors que, et c'est très difficile de rester sur est-ce que vous adhérez à la philosophie globale que ce dont je suis en train de vous parler, et ensuite on verra comment on l'applique, et moi j'écouterai, en fait on va co-construire ça avec vous. Je ne suis pas en train de vous dire que vos salariés vont passer tous leurs après-midi à faire du théâtre, mais je trouve que ce serait super, mais on n'en est pas encore là. Mais en effet, dans ce que je disais tout à l'heure sur c'est tout de suite quel ROI je peux attendre, quels sont les KPI et comment est-ce qu'on suit ça, quand, combien, etc. Et en fait, nous, j'essaie de rester beaucoup sur le pourquoi. Et en fait, je suis parti, pas la fleur au fusil, mais je suis parti un peu en me disant vivement que j'ai des entretiens de vente, même si mon cycle de vente est long, vivement que j'ai des entretiens de découverte client où on aura du temps un peu long, de discussion sur qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, voilà ce que nous on peut faire et tout ça. C'est marrant parce que tout à l'heure on parlait de l'entreprise comme d'une grande famille. Ouais. Et en général, c'est une vision, c'est paradoxalement, quand on voit maintenant les nouveaux espaces de travail, les nouveaux sièges qui sont faits, alors je crois qu'il y a même des boîtes qui s'appellent la maison ou des trucs comme ça, mais où le campus devient un endroit très comme un foyer. Ouais. Et en fait, le mobilier de travail, oui, les espaces de vie et tout, on essaie de recréer presque des pièces de la maison. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça qui se met, un truc très domestique. Alors qu'il y a très peu de gens il y a peut-être encore des dirigeants aujourd'hui qui parlent de l'entreprise comme d'une famille, mais je ne sais pas si c'est ça vraiment les attentes. Et en effet, dans une discussion de découverte client que j'avais, le prospect décrivait ça comme ça, c'est-à-dire maintenant en fait quand on revient au travail, il y a un peu un truc de comme quand tu es étudiant et que tu retournes chez tes parents, tu retrouves un endroit, et des personnes qui sont des gens que tu connais, que tu es content de voir, mais que en fait tu as appris à vivre sans, parce que le Covid a fait ça, où on est passé en full remote en effet, et du coup cette espèce de truc de lien aux autres comme d'une famille ou d'un endroit familier que tu connais et où tu as des choses que tu as envie de partager. Parce que si tu t'en éloignes, bah, tu perds tes repères ou tu pars un peu en questionnement. C'est marrant cette notion de famille, de foyer et de ce qu'est le collectif quand tu es dedans et quand tu n'es pas dedans. Et je pensais à un truc pour toi, parler sur un mode rationnel avec tes prospects et avec tes clients. Alors qu'en fait, ce que tu fais vivre, c'est quelque chose d'une expérience qui transforme. Exactement. Et du coup, comment tu pourrais arriver à faire vivre à ces dirigeants l'expérience qui transforme, tu vois? C'est quoi l'échantillon qui pourrait peut-être expérimenter l'approche, tu vois? Dans les processus un peu transformatifs, là, je reviens sur la Convention des entreprises pour le climat, ils utilisent la théorie du U, donc, qui est vraiment celle de ta prise de conscience, même qui te touche, et puis pour ensuite remonter et puis arriver à trouver cette transformation-là. Et je trouve qu'avec l'art, c'est un peu ça. Je pense que dans le process long, il y a ce temps de « putain, ça me percute, je comprends pas » ou ça casse mes codes ou je sais pas. Et puis après, du coup, je peux peut-être le mettre en œuvre. Et il faut ce temps pour pouvoir le faire. Et je vois, donc la CEC, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous disent au début, ça va vous prendre 8 jours. C'est quoi CEC? La Convention des entreprises pour le climat, pardon, excuse-moi. Et donc, ça va vous prendre 8 jours. Donc, vous savez que vous vous engagez. Et du coup, ils font tout pour qu'on vienne, mais de genre à te faire des visios, parce qu'en fait, après, alors que toi, c'est hyper compliqué. Mais il y a ce côté, et ils nous disent pas trop ce qui se passe le coup d'après. Donc, ne pas tout dire, c'est peut-être aussi pas inintéressant, parce qu'en fait, il faut que tu le vives, quoi, pour que ça te touche et que ce U-là, tu plonges dedans et tu remontes, quoi. Et c'est avec l'art, je pense que il y a cette notion de surprise. Je sais pas. Vous mettez le doigt vraiment sur des questionnements qu'on a eus et je pense qu'on n'a pas encore, ou auxquels on n'a pas tout à fait répondu, soit qui sont vraiment au cœur de maintenant et de la modification de la prospection. C'est en effet, comment est-ce que, en effet, tu parles d'expérience, il y a vraiment un truc très émotionnel, et comment est-ce que tu fais toucher ça du doigt? Et à un moment, quand on faisait un peu du brainstorming avec Selena sur, on pourrait envoyer des places de théâtre, on pourrait venir proposer quelque chose à quelqu'un sans que ça devienne un peu flonflon, partenariat Nuit de Fourvière et un truc un peu très institutionnel, mais vraiment quelque chose d'un peu, justement, faire vivre quelque chose. Donc on avait dit, inviter à des places de spectacle ou donner rendez-vous pour, en fait, le rendez-vous, on le fait et on visite
un petit théâtre ou un atelier de création, n'importe en fait. Et ça permet de rencontrer quelqu'un qui pourrait être l'artiste avec qui vous allez travailler, par exemple, parce que ça fait partie de notre réseau de partenaires, d'artistes partenaires. Et venez, on discute en fait, et c'est très informel. Bien sûr qu'on a quelque chose à vous vendre, mais je suis pas en train de vous faire croire que c'est pas le cas. Mais on vit quelque chose déjà dans la démarche commerciale. Tu donnes de la valeur déjà. Exactement. Tu donnes à voir avant d'acheter quoi. Mais en fait, ce vœu pieux là, pour l'instant, j'ai pas réussi à infléchir une dynamique commerciale très basique de prospection, enfin, comment tu attires l'attention même avec des trucs LinkedIn ou des choses comme ça, ou des envois, peut-être qu'après ça doit passer par du papier et tout, mais enfin par un envoi papier de quelque chose qui attire l'attention, mais les vœux pieux et les essais ont fini, en fait ce qui a marché, enfin, les démarches commerciales qui ont été le plus loin, c'était une prise de contact, une prospection LinkedIn ou autre et machin, et on fait une visio pour se rencontrer, et on fait une offre vraiment classiquissime. Et Après, c'est dans le code de l'entreprise, il faut jouer ces codes-là. Exactement, tu as une partition, on attend de toi une forme de partition, et si tu la fais pas, alors en fait, c'est aussi l'hypothèse qu'on a, c'est que la première ou les 2 premières campagnes peuvent être difficiles à trouver. Et après, quand tu as un peu de référence ou un peu de légitimité, c'est là où peut-être tu peux avoir un peu d'audace sur quelque chose que tu proposes. Mais ce point de départ auquel on est encore aujourd'hui, là, peut-être que même nous, moi, je me mets dans une posture très sage, en fait, très oh là là, je veux pas, je me bride un peu en disant, bah non, en discutant, je me rends compte que peut-être des fois, sur le papier, oui, et en fait, et même moi, j'ai fait beaucoup de développement commercial aussi. Et en fait, je fais ce que je sais faire, quoi. Parce qu'il y a un endroit d'audace où tu dis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors qu'en fait, c'est ce qu'on dit toujours, il n'y a pas de risque en fait, à essayer, quoi. Non. En fait, on fait plein de trucs théoriques, on a plein de trucs théoriques sur ce qu'on pourrait faire et tout ça. Et au moment de la mettre en œuvre, bah oui, moi, je fais des prises de contact LinkedIn et machin, un icebreaker bien classique et tout ça. Enfin, c'est très scolaire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il se cohabite un peu cette envie de quelque chose et une approche qui concrètement... Après, il y a peut-être un sujet de cœur de cible, quoi. Enfin, Ouais, moi je pense qu'il faut toucher le cœur du dirigeant qui est déjà intéressé par l'art, parce que du coup, tu as dû y penser 15 fois de toute façon à tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident enfin, une fois que je pense que les gens ont goûté, ça va partir, quoi. Tu vois, ça va y aller, mais il faut que les gens aient l'audace de goûter et que du coup, bah, la marche, elle est quand même importante puisque c'est quand même un mois avec un process qui est calibré pour être vécu sur un temps moyen. Je pense qu'il y a plein d'idées à aller chercher, mais effectivement, peut-être se lâcher en fait concrètement sur la façon de prospecter. Dans cette notion de croissance, parce que tu disais toi que dans ton modèle, tu avais envie de rester plutôt seul finalement et travailler en mode collectif. Enfin, tu n'es jamais seul, mais en collectif. Voilà. Et, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ouais. Sur ce projet. Oui, tu as plein de projets, c'est pour ça. Tu es une slasheuse, c'est ça le terme? Peut-être. Et toi, tu trouves peut-être une slasheuse avec un focus pour l'instant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, on voit plein de profils qui ont envie justement de ne pas choisir et être dans cette multitude. Et c'est là qu'on se réalise au final, que c'est ça qui est peut-être intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'aime la variété, la diversité. Et en même temps, ça peut aussi parfois être la dispersion d'énergie. Tu vois, pour atteindre un objectif, il y a aussi cette idée d'écouter les besoins et de pas se dire qu'un besoin auquel je réponds aujourd'hui, auquel je renonce du coup aujourd'hui, je vais y renoncer demain. Oui. Donc c'est la même chose dans la priorisation en fait, dans les enjeux business, de développement, etc. C'est ok, aujourd'hui je décide de mettre ça de côté pour prioriser ça, mais temporairement en fait. Ça ne veut pas dire que ça va rebouger, ça va pas rebouger. Ouais. Enfin, j'imagine que vous êtes face à ça tout le temps, quoi. Ça, c'est vrai que du coup, dans le moment où on est, donc la boîte, elle a 6-7 ans. On est en train de développer 2 projets en parallèle et on se dit finalement, voilà, comment on peut avoir une trajectoire de croissance sans se renier soi-même avec ses priorités personnelles dans la vie. C'est vrai qu'il y a comment tu grandis, à quel rythme tu grandis, et puis comment tes collaborateurs sont aussi, parce que moi, j'ai eu un moment, on était un petit noyau de 3-4, maintenant on est 12, et au début, il y avait beaucoup de résistance à devenir plus gros, parce qu'en disant, on va perdre finalement notre noyau. Finalement, il ne faut pas voir son
impact qu'à l'échelle de sa boîte et de ses collaborateurs, ce qu'on est en capacité de produire. C'est qu'est-ce que j'ai pu faire bouger chez mes clients qui, du coup, a son impact. Les partenaires que j'embarque, parce qu'on sait souvent qu'on est en groupement, qu'on va chercher des expertises ailleurs, bah, eux, comment ça les a fait bouger aussi. Voilà, les usagers qu'on a embarqués là-dedans. Enfin, donc, du coup, quand tu fais cet effet papillon, là, tu te dis que c'est une croissance qui embarque énormément de monde et ça permet de trouver cette juste croissance parce que tout n'est pas de ta responsabilité. Par contre, c'est la responsabilité de le partager un maximum, de le transmettre. Je trouve que l'entreprise à mission, elle est bonne là-dessus parce que c'est la gouvernance de partager avec toutes tes parties prenantes. Et du coup, ça te permet de te décentrer que de ton propre chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs et nombre de clients. Donc, tu restes dans une logique de croissance du nombre de collaborateurs et du chiffre d'affaires. Ouais. Parce qu'aussi, en ayant ce type de vision-là de la croissance de ta boîte, tu sais que tu vas rayonner et s'aimer plus largement. Exactement. En travaillant sur plus de projets, avec plus de clients, etc. Voilà. Okay. Mais ce n'est pas forcément tout monocentré sur l'entreprise. Ça permet aussi de le faire en mode coopératif. Tout ce qu'on fait, là, à la CR urbaine qu'on présente, c'est en open source. Je dis aux gens, prenez des photos, inspirez-vous. Plus il y aura de gens qui feront des petits pas sur la ville inclusive, plus, quelque part, j'ose dire qu'il y a un marché qui va se créer, en fait. Et que les acteurs immobiliers, ils vont pouvoir investir, parce que les collectivités, ils vont mettre ça dans leur cahier des charges. Petit à petit, ça va se mettre en place, quoi. On a beaucoup de choses à faire, hein. Les besoins sont très importants quand on voit d'autres cultures, comme on cite souvent le Québec ou choses comme ça. Enfin, il y a une attention à l'autre qui est quand même un peu différente, quoi. Une des premières questions qu'on s'est posées avec mon associé, c'est pourquoi on fait ça et à quel moment. Alors on s'est dit, c'est une conversation qui date de l'été 2019, donc elle a plus de 4 ans. Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que tu penses, quels sont les pièges qu'il faut qu'on évite ou qu'est-ce qui ferait qu'en fait on n'a plus envie et tout ça. Et on a tous les deux dit que on n'a pas du tout envie de faire, on n'a pas envie d'être des capitaines d'industrie ou d'embaucher beaucoup de monde et que le format idéal c'est d'avoir une équipe qui ne dépasse pas les 4 à 5 personnes dans la structure, mais par contre on a un tissu artistique avec lequel on travaille et que demain j'ai prospecté le groupe Airbus à Toulouse et demain Airbus nous dit ok, pour les dizaines de milliers, parce que je crois qu'ils sont des dizaines de milliers Airbus à Toulouse sur toutes les filiales et tout ça, on fait un grand plan et en fait on sait qu'on va travailler uniquement avec des artistes toulousains sur 1 an, mais en fait on a une petite équipe qui permet d'être une petite task force comme ça, qui permet de à la fois rechercher des partenaires artistiques mais qu'on fait travailler la création émergente locale et qu'on n'a pas, nous, nos salariés chez nous, qu'on dépêche à tel endroit. Oui, il y a un circuit court, quoi. Exactement. C'est vraiment à chaque fois, on est capable à tel endroit de trouver, parce que c'est la compétence qu'on a, c'est faire un diagnostic chez un client et aussi identifier sur quoi on va travailler, quel va être le bon médium artistique. Et ensuite, sur place, avec des maisons des artistes, des réseaux, c'est pas très difficile de trouver ensuite des artistes. Ce qui est difficile à trouver, c'est des gens que ça va intéresser de dire... Je vais dans l'entreprise. Exactement. C'est clair. Parce que vraiment, on a aussi des gens qui nous disent, mais jamais je n'irai voir le Grand Capital, c'était hors de question. Ce qui est une posture fermée, qui est un peu dommage aussi. Voilà. Mais donc, l'idéal, ce serait de rester en petite équipe comme ça, mais qu'on ait un super projet avec le chantier naval de Saint-Nazaire, des sites industriels, je caricature un peu, dans l'Est ou dans le Nord, enfin des endroits avec un bassin ouvrier, que ce ne soit pas aussi qu'un truc de grosse boîte qui a des moyens ou sur un site tertiaire où en fait chaque semaine ils testent des nouveaux trucs, mais des environnements professionnels variés avec des artistes locaux et qui eux-mêmes peuvent collaborer. L'idéal, c'est sur un projet, tu fais travailler quelqu'un qui fait de l'écriture et quelqu'un qui fait de la photo, enfin en plus il y a des tas de choses à mixer. L'idéal, là je me suis rapproché de l'EM Lyon aussi qui est à Écully. Et en fait, je discute, il y a des cours aussi bien de management de l'art que de choses comme ça. Et en fait, intégrer cette dimension dans alors dans cette école ou une autre, mais que dans l'éducation des personnes qui demain seront dans le monde du travail, des entreprises, intégrer une dimension artistique, même s'il y en a déjà une, mais vraiment structurer des modules d'éducation avec ces questions-là. L'exemple que j'adore, c'est la caserne militaire, une caserne de gendarmerie, avec tous les clichés que même moi je projette sur cet univers professionnel. Mais il y a aussi des choses à dire sur aussi bien les rapports de pouvoir que le travail. Enfin, c'est quoi le récit commun dans une caserne de gendarmerie? Pourquoi on fait ça, mais pas que le service, etc. Juste, qu'est-ce qui nous relie en fait? Chaque être humain qui est à cet endroit-là, parce qu'en plus, il y a des tas de corps de métier en plus, donc... Moi, j'ai mes collaborateurs qui me disaient, mais
On va où? Quand est-ce qu'on a réussi? Enfin, tu vois, réussi. Il y avait cette demande un peu des points d'étape. Et je leur dis, moi, les besoins, ils sont immenses, en fait. Donc, on s'arrête où? On s'arrête pas, en fait, quoi. On y va et puis on fait plein de trucs. Et il faut célébrer les petits pas et les réussites. Mais moi, je sais que je me sens beaucoup plus audacieuse qu'avant, où du coup, je me mettais des limites. Et en fait, quand tu dis, les gens ont besoin, et puis surtout ces tensions sociales sont tellement fortes que juste si on se connaissait, on se rencontrait un peu mieux, on arrêterait de projeter des choses sur l'autre et puis ça se passerait quand même beaucoup mieux. Pas de limite, quoi. Je m'étonne moi-même de dire ça, parce que je pense qu'il y a quelques années, j'aurais jamais osé dire ça, mais pourquoi pas finalement. Ouais. J'ai été touchée par tous les éléments de leadership conscient, intuitif, passionné que tu nous as partagé, c'est vrai, et ça me donne envie de t'aider, de porter ton projet, voilà. Et puis j'ai été touchée par ton humilité, vraiment la prudence avec laquelle tu fais les choses et en même temps la persévérance et la force de conviction à ne pas vouloir transiger sur certaines choses qui sont essentielles pour toi. Et pareil, je serais contente qu'on reste en lien. Carrément. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup.